Non, vous le connaissez, donc Christophe Lolichon, environ 40 ans d'expérience. J'ai l'habitude de dire que j'ai 20 ans et 41 années d'expérience. Ça vous laissera deviner mon âge, 61 ans. Mais je me sens un peu plus jeune que mon âge du passeport. J'ai eu l'énorme chance d'avoir été formé dans ce que je considère comme ce qui a été l'une des meilleures académies d'Europe, le FC Nantes, dans les années 80-90, avec des tuteurs qui s'appelaient Jean-Claude Suodo et Reynald de Noex. Ensuite, passé par Rennes, où j'ai fait une rencontre qui a été déterminante pour la suite de ma carrière, à savoir celle avec Petr Cech, qui a sollicité ma présence auprès de lui après ses 2 premières années à Chelsea. Et donc, je suis arrivé à Chelsea. J'y ai travaillé pendant 15 ans, pas toujours dans le même rôle. J'ai été une dizaine d'années avec l'équipe première. Et ensuite, c'est là où des fois, on ne voit pas tout au niveau de la supervision, du scouting. Suite à un souci relationnel avec M. Thibaut Courtois, j'ai quitté l'équipe première, mais la volonté de M. Abramovich était de me garder et d'éviter que je parte à Arsenal avec Petr Cech. Donc j'ai eu un autre rôle qui là vous concerne directement, parce que c'était un rôle à la fois de scouting sur les gardiens, chose que je faisais un petit peu avant, même quand j'étais avec l'équipe pro, mais aussi un rôle dans le loan department, à savoir l'encadrement avec des garçons comme Paolo Ferreira, Carlo Codicini, et plusieurs autres personnes, Toré André Flo. Donc j'étais plus en charge des gardiens, mais je m'occupais aussi de certains joueurs. Et j'avais globalement par année entre 4 et 6 gardiens prêtés un petit peu partout en Europe, principalement en Europe. Et c'était absolument passionnant. Donc j'ai pu faire autre chose, même si ma priorité était bien sûr le terrain tous les jours avec l'équipe pro. Mais malheureusement, parfois, on sort un petit peu du contexte, de son contexte favori et de sa zone de confort. Et puis aujourd'hui, changement de profil de club. Je suis à Dunkerque depuis le mois de janvier 2024, dans une superbe aventure qui est dirigée par Dembaba, que j'ai connu à Chelsea. Le club a été racheté par un propriétaire turc et je considère que c'est comme un petit titre supplémentaire avec 13 points à la trêve. Nous avons réussi à nous maintenir, ce qui est historique dans les championnats français, d'autant plus qu'il y avait 4 descentes. Et donc, j'ai pu recruter un gardien, Dembaba me faisant totalement confiance. Et j'ai donné mon accord pour rester 1 an de plus, avec une porte ouverte si tant est que. Mais j'ai donné mon accord pour une saison supplémentaire. Nous avons un entraîneur très, très intéressant, en la personne de Luis Campos, un Portugais. C'est ma deuxième expérience avec un Portugais. Je ne vais pas m'attarder sur la première, qui n'a pas été une franche réussite en termes humains pour moi. Et là, nous avons un staff très intéressant pour un club de Ligue 2 avec un très, très beau projet. Voilà pour la présentation. J'ai 5 enfants. Et je suis Il y a un gardien dans les 5 enfants? Il y a un seul garçon déjà. Ah oui, voilà, oui. Ou une gardienne. Et la personne qui est le plus proche du football, c'est ma fille Jeanne, qui est social media manager à l'Olympique Lyonnais féminin. Ah, d'accord. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Merci pour cette présentation. Donc, on va rentrer directement dans le gras, comme on dit vulgairement. L'approche du poste de gardien de but. Alors là, ça serait ton sentiment sur l'évolution du poste depuis 10 à 15 ans. Christian, je te laisse bien sûr, vous deux, hein, je vous ai le binôme Christian-Christophe. Je vous laisse aussi organiser vos points de vue lorsque l'on enchaîne sur chaque thématique. Donc, selon vous, on va commencer par Christophe, selon vous, votre approche l'évolution du poste de gardien de but depuis 10-15 ans, rapidement, en quelques mots. Et cette évolution, elle est massive. Elle est massive depuis, je dirais, presque 20 ans, sous l'influence principale d'une personne qui s'appelle Pep Guardiola et l'influence du changement des règles dans les années 90, auquel nous, au FC Nantes, on a été très sensibles. Alors pourquoi Pep Guardiola? Vous connaissez tous sa philosophie et il a vraiment apporté quelque chose, un supplément de responsabilité au niveau des gardiens en intégrant le gardien au bloc, alors qu'avant le gardien était surtout pris pour un pompier de service. Mais ceci dit, il y a aussi différentes cultures. On le sait bien, la culture des Pays-Bas est différente de la culture anglaise, qui est différente de la culture espagnole, même si certaines se rapprochent. Donc on a fini par, et moi, comment dirais-je,
ça me va totalement bien, ça me correspond si bien par rapport à ma formation nantaise où on intégrait déjà les gardiens dans les années 90-80 au jeu de conservation. Ça me va totalement bien parce que ça enrichit ce poste, ça donne des responsabilités plus importantes, non seulement aux gardiens, mais aussi aux coachs gardiens, à qui on confie des tâches de plus en plus importantes. D'accord, dans un staff. Au départ, l'entraîneur de gardien n'était pas considéré comme un entraîneur, mais comme un mec qui tape dans un ballon. Aujourd'hui, on lui confie des tâches, les coups de pied arrêtés, la participation aux discussions tactiques, etc. Donc, je dirais que c'est la principale. Et puis, on voit que, outre le fait que Pep Guardiola a fait beaucoup évoluer ce poste, il y a des gens qui ont pris le relais aussi, avec des philosophies un petit peu différentes. Je pense à Jürgen Klopp, je pense à d'autres entraîneurs comme Nagelsmann, comme les entraîneurs espagnols, les entraîneurs portugais aussi. L'entraîneur portugais que nous avons à Dakar, qui a gagné la Youth League, il a une approche très intéressante du poste de gardien parce qu'il fait partie intégrante du bloc équipe et la connexion est assurée, que ce soit dans les entraînements, que ce soit en compétition, c'est la même chose. D'accord, merci. Alors, je sais, pour rappel, pour les auditeurs qui participent, Christophe et Christian ont deux axes. Christophe, on va dire que toi, tu es plutôt post-formation pro, et Christian a cette approche préfo formation. Christian, depuis les 20 dernières années, comment as-tu senti cette évolution au niveau des gardiens de but? Pour moi, je pense qu'il y a deux axes précis qui interviennent. D'une part, comme le disait Christophe, une évolution des règles du jeu, qui fait que forcément, tout gardien et tout coach de gardien est obligé de s'adapter. Hein, c'est vraiment l'intérêt. Et d'autre part, aussi, la considération donc, du rôle d'entraîneur de gardien et de gardien. Hein, auparavant, on ne s'intéressait que partiellement au poste. L'important était d'avoir un bon gardien. Les autres n'étaient pas intéressants, entre guillemets. Et actuellement, on est vraiment sur un groupe de 2, 3, voire 4 gardiens de bon niveau, voire de haut niveau, pour pouvoir assurer finalement la pérennité d'une année et ne pas être soumis à un accident de parcours, une blessure ou une méforme qui remettrait en question pas mal de choses. Voilà, ce sont vraiment pour moi les deux axes principaux qui sont à prendre en compte. D'accord. Vas-y, Christophe. Je me permettrai de rajouter que malheureusement, et ça existe encore aujourd'hui, et il ne faut pas le négliger parce qu'un gardien, forcément, il a des arrêts à faire, mais malheureusement encore aujourd'hui, on évalue trop souvent les gardiens par les arrêts qu'il fait. Or, on demande beaucoup plus à un gardien, et même si ça paraît un petit peu hors sol, je dis parfois aux gardiens dont je m'occupe, votre premier objectif, c'est peut-être de ne pas toucher un seul ballon. Alors, attendez, il faut bien interpréter les choses. Anticipation. Voilà, c'est l'anticipation. Et de l'anticipation va dépendre la qualité de la communication. Mais, et Christian bien sûr va me rejoindre, ça ne veut pas dire qu'il faut passer à côté de tout ce qui est analytique, apprentissage technique. Et d'ailleurs, dans cet apprentissage technique, quand on voit l'évolution aussi de certaines techniques, je pense à la fameuse croix, aujourd'hui, il faut quand même prendre la conscience de l'importance de la formation pour donner à nos gardiens, à nos jeunes gardiens, tout le panel, toutes les clés nécessaires à prendre la bonne décision, qu'elle soit technique ou tactique, à l'entraînement, bien sûr, et en compétition par la suite. Donc là, on est dans le QI foot, on va dire. C'est plutôt le côté mental. J'ai une question, excusez-moi, j'ai une question de Martial. Vas-y, Martial. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais connaître votre avis aussi. Oui, bonjour. Je voudrais simplement connaître votre avis sur les demandes qui sont faites aujourd'hui sur la morphologie, entre guillemets, type, qui est demandée pour les gardiens. À savoir qu'un gardien qui aujourd'hui peut avoir des bons réflexes, peut avoir une intelligence de jeu, peut avoir quasiment tout, mais la morphologie va être un frein aujourd'hui. J'aimerais avoir votre recul par rapport à ça. Merci. Christian, tu veux y aller ? Oui, je commence. Bon, il est vrai que c'est un grand sujet de discussion et je dirais que par méconnaissance du poste, très souvent au niveau des clubs, le critère premier est le critère taille. Hein, et il est vrai que si on doit mettre une toise, les gardiens en dessous d'une certaine taille par rapport bien sûr à un âge ne sont pas considérés comme intéressants. C'est toujours la difficulté parce qu'on ne tient pas compte forcément de l'évolution, de la croissance et de la puberté. Hein. Et ça, c'est vraiment par frilosité, j'irais,
et pas par ambition, les clubs font rapidement une croix. Mais il n'empêche que la taille évolue. Hein, c'est une prise en compte indispensable. À titre d'exemple, la taille des gardiens de but de hockey sur glace a augmenté de 6 cm en l'espace de 8 ans. La moyenne de taille, et notamment au niveau des championnats américains. Leur taille de but n'a pas grandi du tout. D'accord ? Alors, par rapport à la taille, Christian, oui, il est évident que les gardiens d'1m80, entre 1m et 1m85, voire au-delà, un petit peu au-delà, ça peut devenir difficile. Mais il ne faut pas être borné, comme tout à l'heure Romain l'a souligné. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des géants. Andreas Isaksson à Rennes, bon, même s'il avait les pieds un petit peu carrés, c'était une vitesse au sol exceptionnelle. Une lecture de jeu qui était moyenne, mais qu'on n'a pas eu trop le temps de développer. Et puis après, il y a eu Petr Cech. Alors, dans notre carrière d'entraîneur, que ce soit Christian ou moi, on a tous des références. On a bien sûr des références. Moi, j'en ai une majeure, j'en ai presque deux. La plus importante, c'est Petr Cech, qui faisait 1m97, qui est d'une intelligence rare, qui a un jeu au pied moyen plus, mais tout à fait en rapport avec le très haut niveau, et une capacité d'anticipation au-delà de la norme. Alors, quand vous avez la taille, quand vous avez les qualités athlétiques, que sont celles de Petr, quand vous avez l'intelligence de jeu, ben forcément, vous allez baser, vos critères sont basés sur ces conditions-là. Et puis, parfois, ben, vous n'avez pas, sur le marché, il n'y a pas de grands gardiens qui ont tout ce panel. Donc, je me répète, quand je prends Mohamed Koné, je regarde plus de 30 gardiens les 10 premiers jours de janvier, d'accord, et du français, de l'espagnol, de l'américain, du tchèque, etc., etc. Et aucun, que ce soit par la taille ou pas par la taille, aucun ne correspond vraiment à ce que je recherche, à savoir une forme d'intelligence, une forme de capacité à analyser très vite et à prendre les bonnes décisions jusqu'au moment où je vois ce gamin qui n'a joué qu'un match de haut niveau. C'est Caen contre Le Havre en Coupe de France. Il ne devait même pas jouer, il devait être remplaçant. Et il prend un but de sa faute sur une mauvaise anticipation. Je ne vais pas vous dire que c'est ce but qui m'a incité à aller plus loin, mais presque.